bonjour à tous, je remercie les organisateurs de m'avoir permis de faire cette présentation. Alors on m'a demandé de vous présenter rapidement quelques faits concernant la maladie flavescence dorée. Il y a énormément de données qui sont disponibles et de récents travaux qui ont permis d'avancer sur la connaissance de la maladie, du pathogène et de l'insecte. Donc je ne peux pas, dans le temps qui est imparti, vous détailler l'ensemble des informations, mais vous verrez qu'à plusieurs reprises, je vais vous renvoyer vers des présentations qui ont été faites directement par des membres du comité scientifique flavescence dorée du projet Wild Network. Et en fait, vous pourrez consulter en ligne sur le réservoir de connaissances dont vient de vous parler Fanny. Vous pourrez consulter les interventions spécifiquement détaillées sur chacun des points. Alors, tout d'abord, la flavescence dorée, en fait, il faut comprendre que c'est comme pour les maladies du bois tout à l'heure, c'est une relation complexe entre la plante, donc la vigne en ce qui nous concerne, un agent infectieux, le phytoplasme, et les insectes vecteurs. Ce sont les interactions entre ces différentes parties de la maladie qui vont en fait déterminer le caractère épidémique de la flavescence dorée. Elle va s'exprimer plus ou moins, elle va se répandre plus ou moins vite. Voilà l'aspect d'un champ dans lequel on trouve des pieds flavescents. Ici, il y a quelques pieds flavescents. Les symptômes que je vais vous montrer, je vais passer assez rapidement dessus. Là encore, il y a des présentations plus détaillées qui ont pu être faites éventuellement dans certaines des réunions ou des présentations scientifiques qui ont pu être réalisées à d'autres occasions. Vous pourrez les consulter sur le réservoir de connaissances. Alors, pour faire simple, je vais vous parler de quelques symptômes qui ne permettent pas visuellement de distinguer à elle seule la flavescence dorée. On ne peut pas être certain qu'il s'agit de flavescence dorée. En revanche, quand on retrouve plusieurs de ces symptômes, on peut orienter un diagnostic en laboratoire par la suite vers une recherche de flavescence dorée. La décoloration des feuilles, pour faire simple, je vous ai pris uniquement des cépages rouges, et évidemment c'est plus facile à repérer sur des cépages rouges. Sur des cépages blancs, les décolorations se font, on va dire, par jaunissement, et quelquefois il est plus difficile de les distinguer d'autres symptômes. Donc ici vous avez des pieds flavescents, vous voyez que les différents pieds expriment différemment, ici ils sont tous atteints de flavescence dorée, mais ils expriment différemment la décoloration sur les différents sarments. Ces décolorations peuvent être limitées par les nervures foliaires. Voici un exemple de décoloration nettement délimitée sur un cépage alsacien. Les feuilles se recroquevillent à la face inférieure et deviennent craquantes. Alors ça, c'est une caractéristique relativement intéressante des symptômes de flavescence dorée. En fait, si vous prenez les feuilles dans la main, ce sont des feuilles qui se sont épaissies et qui sont craquantes. Voici l'aspect que vous pouvez avoir sur un rameau flavescent qui exprime fortement les symptômes. Vous percevez, pour distinguer ceci de l'enroulement, que les nervures ne restent pas vertes. Dans le cas de l'enroulement, les nervures restent vertes. En revanche, dans le cas de la flavescence dorée, vous voyez que les nervures sont pratiquement colorées. Et puis enfin, autre symptôme important, il n'y a peu ou pas de lignification des rameaux lorsqu'on avance dans la saison. Alors voici un exemple d'un pied flavescent. Vous voyez que les décolorations ne sont pas si faciles que ça à percevoir sur l'ensemble des feuilles. Vous voyez également qu'il peut y avoir des rameaux qui présentent là une absence de lignification. Il y a aussi des pertes foliaires et on voit par contre relativement nettement l'épaississement des feuilles et le fait qu'elles se recroquevillent vers la face inférieure. Alors, concernant la maladie, la flavescence dorée appartient à la catégorie des maladies qu'on appelle les jaunisses de la vigne. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, visuellement, il n'est pas possible de distinguer avec les simples symptômes que je viens de vous évoquer, la flavescence dorée du bois noir, par exemple. La seule manière d'être certain de distinguer la flavescence dorée, en fait, c'est de réaliser une analyse en laboratoire qui détectera par analyse PCR la présence du phytoplasme de la flavescence dorée. Il peut y avoir des expressions différentielles en fonction des cépages. Certains cépages expriment fortement la maladie, d'autres pas. Et enfin, les porte-greffes, c'est-à-dire les vitis
américains ne vont pas exprimer de symptômes du tout. Alors ça a des conséquences en termes de gestion de la maladie. Alors, un exemple pour ces différentes expressions sur des cépages relativement courants, le merlot et le cabernet sauvignon. Dans des études qui ont été réalisées il y a quelques années avec des infections donc, qui ont été maîtrisées avec les mêmes quantités de phytoplasme, on s'aperçoit que dans le merlot ou dans le cabernet sauvignon, après la diffusion après cette infection, quand on mesure en fait le taux de phytoplasme qui est présent dans la plante, le merlot renferme moins de phytoplasme quantitativement que le cabernet sauvignon. Et il se trouve qu'il peut y avoir une différence de 30 fois, un facteur de 30 fois entre le merlot et le cabernet sauvignon. Et ça a des conséquences en termes d'expression des symptômes, puisque le merlot exprime peu les symptômes, même s'il les exprime. En revanche, le cabernet sauvignon exprime très fortement les symptômes. Alors il ne s'agit pas de sensibilité, mais bien d'expression de symptômes. Et je précise encore une fois que les porte-greffes n'expriment pas de symptômes, donc ce qui les rend particulièrement difficiles à maîtriser, ce qui est un facteur particulièrement difficile à maîtriser dans la gestion de la maladie. Il y a un insecte vecteur principal connu pour transmettre le phytoplasme de la flavescence dorée de plants de vigne à plants de vigne. Alors là, on va entrer en fait dans une phase un petit peu plus complexe. On sait qu'il y a différents vecteurs capables de transmettre les phytoplasmes de la flavescence dorée. Je vais vous détailler ça après, mais de plants de vigne à plants de vigne, il y a pour le moment un insecte vecteur très largement dominant qui est connu pour cette capacité. C'est une cicadelle qui s'appelle Scaphoideus titanus. Alors je vous présente ici une image qui a été prise par nos collègues de la fondation Edmund Marr, et vous voyez que cet insecte adulte, ici on le voit en gros plan, il est relativement facile à identifier. Il a 2 points à l'extrémité postérieure des ailes. En revanche, quand vous le voyez dans la nature, sa taille et sa vivacité, sa capacité à sauter d'un pied de vigne vers un autre, font qu'il est très difficile de la reconnaître d'autres cicadelles. Alors, cet insecte vecteur de pied de vigne à pied de vigne, c'est un insecte piqueur-suceur. Il se nourrit dans les vaisseaux de la vigne, notamment dans le phloème. Alors, il est aussi capable de prélever de la sève dans le xylème. Ça a été démontré il y a déjà quelques années. On sait aussi que les mâles et femelles ne se comportent pas de la même façon de ce point de vue-là. Et récemment, ça a amené plusieurs chercheurs à émettre la possibilité aussi que Scaphoideus titanus serait un vecteur potentiel de la bactérie Xylella. C'est par chance une espèce qui ne réalise qu'un seul cycle par an sous nos latitudes. C'est ce qu'on appelle une espèce univoltine, et en fait qui réalise un cycle sur la vigne, c'est-à-dire qu'elle pond sur la vigne. Les éclosions se font donc sur la vigne, tous les stades larvaires, 5 stades larvaires successifs, se font sur la vigne, et le stade adulte se nourrit également et vit sur la vigne, où il se reproduit. Et puis enfin, ces différents stades larvaires peuvent s'observer sur la vigne, notamment à la face inférieure des feuilles, et c'est notamment un des moyens de pouvoir contrôler les niveaux de population. Globalement, c'est une carte un peu ancienne, mais qui permet de bien comprendre qu'il y a des limites nord et sud au développement de la maladie, mais que quasiment tous les vignobles européens sont concernés par la diffusion de l'insecte vecteur Scaphoideus titanus. En réalité, on sait que lorsque les hivers sont trop chauds, la cicadelle n'est pas capable d'assurer une bonne reproduction, et quand les étés sont trop courts, et bien même chose, les cycles ne peuvent pas être complets. Alors, je ne reviens pas sur le détail du cycle, simplement je vous précise que chaque stade, que ce soit donc chaque stade larvaire, représente environ, se développe sur environ une durée de 10 jours, ce qui veut dire que lorsqu'on essaye d'appliquer des traitements ou des stratégies à plusieurs traitements, il est toujours intéressant d'essayer de viser les larves, et ça a une incidence en termes d'utilisation ou
de stratégie de traitement au fil du temps. Donc il faut surveiller les éclosions pour pouvoir positionner les traitements au moment où on a vraiment le plus d'individus qui sont éclos, puisque sinon les traitements ne seraient pas efficaces, mais en même temps qui ne sont pas encore au stade adulte, parce qu'à partir du stade adulte, les traitements sont beaucoup moins efficaces que sur les larves. Le phytoplasme, donc l'agent infectieux, en fait c'est une bactérie sans paroi. C'est un organisme de quarantaine. Et comment ce phytoplasme se transmet dans ou par la cicadelle. En fait, la cicadelle, on voit ici une coupe d'une cicadelle qui est en train de se nourrir sur une feuille de vigne, se nourrit donc dans le phloème où le phytoplasme se développe. Elle ingère le phytoplasme, donc c'est pas simplement une aspiration avec une fixation sur les pièces buccales, mais c'est bien une ingestion. Le phytoplasme passe dans le tractus digestif, il se multiplie dans l'intestin, il passe la barrière intestinale, se multiplie dans les molymphes, puis ensuite gagne les glandes salivaires où il se multiplie à nouveau. Donc vous vous rendez compte qu'à plusieurs niveaux, le phytoplasme est capable de se multiplier, et vous comprenez également qu'une fois que le phytoplasme a été ingéré par la cicadelle, qu'elle soit au stade larvaire ou qu'elle soit au stade adulte, cette cicadelle reste infectieuse pour tout le reste de sa vie. En revanche, il n'y a pas de transmission du phytoplasme aux œufs. Et ça, c'est un phénomène très important, puisque ça veut dire que cette cicadelle fait un cycle uniquement par an, mais une fois que la population a disparu à la fin de l'année, elle passe l'hiver sous forme d'œufs, donc sous les bois de vigne. Ils ne peuvent pas être atteints par les produits de traitement, mais en revanche, ils ne sont pas dangereux en eux-mêmes, puisque ces œufs sont dépourvus de phytoplasme. Ce qui veut dire que chaque année, les cicadelles se réinfectent après l'éclosion sur des pieds de vigne qui sont restés au vignoble. On verra que ça a une conséquence en termes de contrôle de la maladie et de gestion de la maladie. Alors, simplement pour vous indiquer qu'une analyse de risque a été réalisée récemment par l'EFSA, et je vous invite à la consulter. Elle est très intéressante. Vous y verrez notamment cette carte, et vous y verrez aussi quelque chose que je ne présente pas ici, qui sont des prospectives selon différents scénarios de gestion de la maladie. Donc vous voyez ici qu'en fait, Scaphoideus titanus, la cicadelle vectrice, est une cicadelle qui est en fait relativement répandue en Europe, pratiquement dans tous les vignobles européens. En revanche, vous voyez que le phytoplasme, lui, c'est-à-dire la flavescence dorée, le phytoplasme, lui, est moins répandu que Scaphoideus titanus. Donc l'insecte vecteur n'est pas un facteur limitant du développement de la maladie en Europe. Donc je vous ai dit tout à l'heure, la PCR est la méthode de référence aujourd'hui, et il y a différents génotypes de phytoplasme qui ont été mis en évidence, et ça a aujourd'hui un intérêt notamment pour essayer de retracer l'origine des épidémies, enfin de l'épidémie ou des différentes épidémies dans les différents vignobles, et également ça a une incidence sur la gestion des insectes vecteurs alternatifs. Alors, quels sont ces insectes vecteurs alternatifs? Je ne vais pas détailler ce point-là parce que vous avez une intervention complète qui a été faite par Sylvie Malambic lors du meeting de Conegliano. Donc je vous invite à aller voir sur le Knowledge Reservoir Y-Network cette intervention qui est assez complète. Simplement, je vous indique donc que ces différents vecteurs ne sont pas des vecteurs de pied de vigne à pied de vigne. Ce sont des vecteurs qui vont amener le phytoplasme présent dans des plantes telles que la clématite ou les aulnes, dans lesquelles on peut retrouver des taux relativement élevés de présence de phytoplasme, notamment les dernières études sur différents pays européens ont permis de démontrer que les clématites étaient souvent infectées à hauteur de 30% des individus, et les aulnes pratiquement à 80%. Donc ils sont porteurs de certains de ces phytoplasmes de la flavescence dorée ou de phytoplasmes apparentés, comme la jaunisse du Palatinat. Et certains donc vecteurs sont capables de transférer ce phytoplasme des plantes qui ne sont pas de la vigne, donc extérieures, vers, donc les plantes sauvages ou cultivées, vers la vigne. Ensuite,
la question qui se pose, c'est de savoir quelle est la fréquence de ce transfert du compartiment sauvage vers la vigne, et ensuite de savoir si Scaphoideus titanus est capable de transmettre ces différents phytoplasmes une fois qu'ils sont transmis sur la vigne, de plante de vigne à plante de vigne. Donc ça, ce sont des travaux actuellement en cours, notamment dans le laboratoire de Sylvie Malambic. Vous verrez également à Eger, je n'ai pas précisé ça, au meeting d'Eger, il y a également eu une intervention de Mauro Germini sur la question. Donc certaines plantes sauvages constituent un réservoir pour les phytoplasmes, je viens de le détailler, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a énormément de travaux là-dessus, juste pour vous dire que les vignes sauvages, ce qu'on appelle les vignes ensauvagés, sont des réservoirs de maladies. Et là par contre, on atteint une grande difficulté dans la gestion de ces réservoirs sauvages, puisque je vous ai dit que ces plantes-là n'expriment pas la maladie, si ce ne sont pas des vitis vinifera. Les vignes abandonnées, souvent sont des vitis vinifera, donc peuvent par contre permettre une détection éventuellement de la maladie. Mais il y a également une fiche qui a été réalisée par Maurizio sur le sujet, et je vous invite également à la consulter sur le Knowledge Reservoir. Donc on peut émettre différentes hypothèses, notamment que le phytoplasme de la flavescence dorée était présent en Europe, notamment dans les zones clématites, avant l'arrivée de Scaphoideus titanus, qui a été importée depuis l'Amérique du Nord, et que c'est lorsque celle-ci a été importée, quand on a importé des pieds de vigne pour combattre le phylloxéra depuis les États-Unis, à ce moment-là que l'épidémie s'est réellement déclarée. Il y avait conjonction à la fois du vecteur principal et du phytoplasme. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que vous avez compris le mécanisme. Par contre, ça nous amène à me poser la question, avec tous ces faits, est-ce que le contrôle finalement du phytoplasme est possible? En fait, il n'y a pas de moyen de guérir la vigne, hormis le traitement à l'eau chaude des plants de vigne, ce que je vais vous indiquer, mais seulement quelques pistes pour pouvoir réaliser un contrôle partiel de cette maladie. Donc, le premier point auquel on pense, bien sûr, c'est la lutte contre le vecteur. C'est celui qui est rendu obligatoire par la réglementation et qui est réalisé dans tous les pays européens. Je vais m'attarder peut-être juste quelques secondes sur le cas de la viticulture biologique. Dans une étude récente, ce que nous avons réussi à démontrer en France, c'est qu'en fait, quel que soit en utilisant du pyrètre naturel, donc, autorisé en agriculture biologique, quelle que soit la stratégie choisie, un traitement, 2 traitements ou 3 traitements successifs appliqués sur les larves, il y a toujours une très grande variabilité dans l'efficacité du pyrètre naturel. En moyenne, on est aux alentours de 70% d'efficacité, mais en réalité, quand on regarde dans le détail, on a des efficacités très variables d'un site à l'autre, d'une année à l'autre, même entre sites, et on s'aperçoit qu'il peut y avoir des efficacités très faibles. Donc un contrôle des populations après en fait les traitements est vraiment très important. Donc ce qu'on peut retirer de cette étude, c'est que les traitements précoces, c'est-à-dire visant les larves, sont plus efficaces, bien sûr, que les traitements sur les adultes, donc ils sont à privilégier, et également que 2 traitements successifs sont préférables à un seul, puisque là, par contre, on a des efficacités qui sont vraiment beaucoup trop variables. Il y a également le traitement des plants de vigne à l'eau chaude, alors ça concerne surtout les greffés soudés. C'est un traitement de 45 minutes à une température de 50 degrés qui est préconisé tant au niveau européen que par les scientifiques. Un contrôle biologique, notamment par le biais de parasitoïdes. Alors ça a été réalisé sur des parasitoïdes qui avaient été capturés dans les vignobles européens ou dans la région d'origine de Scaphoideus titanus en Europe du Nord, et on s'est aperçu qu'il y a une efficacité de ces parasitoïdes, donc qui vont aller pondre dans les larves de Scaphoideus. Il y a effectivement une efficacité, mais le taux de parasitisme est trop faible, et la difficulté d'élever ces espèces et le nombre d'individus qu'il faudrait lâcher dans le vignoble pour avoir une augmentation de population suffisante pour gérer les populations de Scaphoideus ne permet pas d'envisager en fait cette solution à l'échelle du vignoble.
Une autre piste intéressante, c'est d'utiliser la lutte par confusion sexuelle, notamment en utilisant un signal vibratoire, puisque les cicadelles ne communiquent que par le biais de signaux vibratoires et non pas de phéromones, comme d'autres insectes. Là, je vous renvoie aussi vers une présentation détaillée qui a été faite par Valerio Mazzoni de la Fondation Edmond Mar à Eiger et également à Conegliano, donc vous les trouverez enregistrés sur le Knowledge Reservoir. Il y a aussi la possibilité d'inhibiteurs moléculaires, notamment qui permettraient d'empêcher le passage du phytoplasme du tractus intestinal vers l'intérieur de la cicadelle. Et puis enfin, des techniques classiques de push-pull, mais qui posent la solution, évidemment. Voilà, si on chasse la cicadelle des parcelles, dans ce cas-là, elle risque de se réfugier ailleurs, et à ce moment-là, il est difficile de la faire disparaître, puisqu'en fait, elle peut réinfecter par la suite, revenir sur la vigne et réinfecter de nouveau les pieds de vigne lorsqu'elle est infectée. Et puis, il y a également l'appui de nouvelles technologies, notamment l'utilisation de drones ou la modélisation. Mais pour le moment, ces techniques-là, alors la modélisation est utilisée en Suisse. Vous pouvez voir sur le Knowledge Reservoir également une présentation de Mauro Germini qui a été réalisée sur le sujet et qui vous indique comment la modélisation est utilisée en Suisse pour contrôler la maladie. Mais concernant les drones, puisque c'est une question qui revient assez fréquemment, il faut savoir que pour l'instant, même si certaines sociétés proposent cette solution comme une solution effective pour repérer les pieds de vigne flavescents, en fait ce n'est pas aujourd'hui une technique que les scientifiques reconnaissent comme validée pour détecter les pieds de vigne malades. Et bon, il y a beaucoup d'études qui sont en cours, notamment en mesurant ce qu'on appelle, donc en faisant des mesures hyperspectrales, qui permettrait d'ailleurs éventuellement de repérer pas uniquement la flavescence dorée, mais par exemple le mildiou, l'oïdium ou autre. Pour l'instant, ce sont vraiment des recherches qui sont encore à l'état, on va dire, peu avancé. Mais elles sont en cours. Ce qu'on peut retenir de tous ces faits, c'est qu'en fait, la lutte collective et individuelle est d'un pilier essentiel du contrôle de la maladie. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que quand les cicadelles venaient à éclore, en fait elles étaient saines, elles n'étaient pas infectées, mais qu'elles seraient infectées sur les pieds de vigne. Vous comprenez donc que la recherche des pieds de vigne qui présentent des symptômes est vraiment vitale, puisque si on parvient à priver les cicadelles rapidement de pieds de vigne flavescents, c'est-à-dire de puits d'infection, à ce moment-là, même si elles sont présentes, elles ne représentent plus en fait un danger. Il y a ensuite la destruction évidemment des pieds de vigne qui auraient été repérés, donc il faut d'abord les chercher, ensuite les repérer et les détruire bien sûr. Il y a aussi la possibilité de réduire les populations de Scaphoideus lorsqu'elles sont très élevées et dans les zones qui, bien sûr, connaissent une épidémie de flavescence. Si les populations sont présentes mais que le phytoplasme n'est pas présent, il n'y a pas d'intérêt. Et puis enfin, il faut également favoriser ou privilégier l'emploi de matériel végétal sain. On peut éventuellement citer quelques mesures prophylactiques, mais dont l'efficacité reste à démontrer suivant les situations de chaque vignoble. Voilà. Là, je vous renvoie par contre pour la mise en œuvre de ces différents piliers de la lutte, donc vraiment l'ensemble de ces piliers mis en œuvre à l'échelle d'une région viticole qui est la Bourgogne, et vous pourrez constater d'abord la façon dont c'est mis en œuvre pratiquement sur le terrain et les résultats qui ont été obtenus sur la région Bourgogne. Donc vous le trouverez là encore sur le Knowledge Reservoir. Je vous remercie.